a longtemps cru nos métiers créatifs à l'abri de l'intelligence artificielle. Elles sont pourtant aujourd'hui capables de générer des images et peut-être même à leur tour d'être créatives. Alors comment nous rester créatifs alors que les IA deviennent meilleurs que nous? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Guillaume et Adrien. Salut Guillaume, salut Adrien. Salut Thomas. Guillaume, tu es directeur de création de l'agence et Adrien, tu es lead UX designer. Tous les deux, vous avez expérimenté avec les différents types d'IA capables de générer des images. Ça a été quoi pour vous le point de départ avec ces technologies? Alors moi, le point de départ, ça a surtout été la curiosité en fait. Quand j'ai pris conscience qu'une intelligence artificielle, en gros qu'un ordinateur, allait pouvoir peut-être faire des images plus jolies que celles que j'étais habitué, moi et mes amis créatifs, à produire, déjà, j'y croyais pas. Et après, j'ai pris une bonne claque. C'est ça, il y a eu un déclic. Il y a eu un choc. Ouais. Et toi, Adrien? Moi, c'est plutôt ma passion pour le hardware. Donc, tout ce qui est composants électroniques, informatiques qui embarquent justement des IA en intégrés et qui, justement, facilitent la création, la génération d'images. Donc, je me suis rapidement intéressé à son fonctionnement et d'où ça venait, pour essayer un peu de tester un petit peu la puissance de ces outils qui, historiquement, étaient en local, donc sur nos ordinateurs, et qui sont aujourd'hui sur des serveurs, donc qui est beaucoup plus intéressant à manipuler. T'as fait chauffer la carte graphique. Exactement. Il fallait tester. Alors comment ça marche? Tu l'as dit, en effet aujourd'hui ça se passe directement en ligne, très concrètement. Donc si on veut générer une image à partir d'une intelligence artificielle, comment ça marche? Donc effectivement, il y a des interfaces en ligne, il y en a plusieurs, et généralement, il y a juste besoin de saisir ce qu'on appelle un prompt. Donc un prompt, c'est une sorte de brief qui va définir ce que tu demandes à l'intelligence artificielle. Par exemple, là, ça pourrait être, imagine une scène avec 3 personnes assises autour d'une table qui parlent dans des micros. Ok, donc c'est une phrase. Voilà, c'est une phrase. C'est une phrase dans laquelle tu vas assister sur ce que tu attends de l'image. Un style graphique en particulier, un angle de vue, est-ce que ça doit être photoréaliste, inspiré du travail de tel ou tel artiste, etc., etc. D'accord. Et donc on peut rentrer autant de notions qu'on veut. J'imagine qu'il y a moyen d'être très précis. On peut faire des créations avec des niveaux de granularité qui sont assez libres. Ça peut être très précis avec, Guillaume vient de l'expliquer, une référence sur un artiste connu, une pellicule en particulier, un grain de film qu'on ne retrouve que sur certains appareils, etc. Tout comme relativement ouvert et libre, simplement sans spécifier. Et là, l'IA, elle, fait son travail de proposition et compose au regard de tout ce qu'elle a appris et tout ce qu'elle connaît en réalité. Donc la barrière à l'entrée, elle est relativement faible en fait, finalement. Il suffit de savoir parler anglais. Voilà, il faut avoir quelques mots d'anglais, c'est peut-être la seule barrière, mais si c'est que celle-ci, je pense qu'elle est relativement faible. Comment derrière ça, justement, d'un point de vue technologique, comment ça fonctionne et puis d'où ça vient à la base, donc le fonctionnement de génération d'images par intelligence artificielle? Alors en réalité, c'est pas si nouveau que ça, puisque depuis des années, on va dire approximativement la création de Google Images, le principe c'était de référencer en fait toutes les images qu'on peut trouver sur Internet. Chez Google, le principe de stocker et d'héberger une image s'accompagnait généralement d'une description de l'image afin de pouvoir la retrouver facilement. Par exemple, une image d'une plage qui était stockée sur Google Images, c'était référencé avec c'est une image de plage en paysage avec un coucher de soleil, du sable jaune, de l'eau, etc. Petit à petit, avec l'apparition du deep learning, donc le principe pour une intelligence artificielle d'auto-apprendre sur la base de ce qu'elle connaît, Google a incité son IA à les référencer toutes. Donc on parle de milliards d'images. Cette IA-là, son job principal, c'était de checker, de regarder toutes les images qu'elle avait et de les documenter systématiquement et de manière automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans, on va dire, le scan de l'image, la découverte de l'image. Et puis, ce faisant, au fur et à mesure des années, ils se sont amusés à essayer d'inverser la tendance. C'est-à-dire que l'IA avait une base quand même de données relativement complète sur les descriptions et ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'il se passerait si, à notre tour, on donnait une description et on inversait finalement la tendance, c'est-à-dire au lieu d'aller sur Google chercher une image de plage, si on demandait de créer une image de plage, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, on passe, entre guillemets, de la description qui servait à la retrouver à une description en fait qui sert à la créer. Donc, ils ont inversé la tendance et le principe, c'était donc de proposer à l'IA de générer une image un peu sur mesure, sur la base de données de description qu'elle connaît. Et donc, évidemment, ça a donné l'apparition du prompt. Prompt qui, initialement, servait à les retrouver, sert soudainement à les créer. Ok, donc il y a finalement le fruit des images là que peuvent produire des IA sont le mix ou la réinterprétation de millions, de milliards même peut-être d'images
qui à la base venait de Google, ou en tout cas qui était disponible en ligne. Ok. Comment aujourd'hui, donc ça a été créé par Google, mais il n'y a pas que Google, ceci dit, il y a différents acteurs. C'est quoi les différentes IA qui existent aujourd'hui? Eh ben, il y a DALL-E, par exemple, qui vient plutôt de la boîte d'Elon Musk, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Il y a Midjourney. Il y a Imagen, qui lui, en l'occurrence, est de Google. Alors, juste pour spécifier, Google, entre guillemets, a posé le principe et ils avaient l'avantage concurrentiel d'avoir Google Images, qui est donc la plus grosse base de données mondiale d'images. Cela dit, DALL-E, Midjourney, etc., s'inspirent fortement de ce que propose Google. Ce qui a poussé Google à ouvrir même, en fait, son intelligence artificielle aux autres pour le servir de référence, puisque le principe... On n'est pas dans une communauté ultra ouverte, mais on est quand même dans l'open AI, c'est-à-dire on partage un petit peu les résultats, les découvertes, les fonctionnements, ce qui permet à des entreprises comme Midjourney, on l'a dit, DALL-E, etc., quand même de pouvoir puiser et capitaliser un petit peu sur ce que Google a fait depuis 10 ans et entre guillemets, c'est pas forcément ultra simple de rattraper ce retard-là aujourd'hui, en fait. Mais chacun a un petit peu son moteur et chacun fait un petit peu comme il veut, sur la base quand même de ce que Google met à disposition. Et il y a ses fonctionnalités aussi. Par exemple, DALL-E, tu peux compléter une image, imaginer ce qu'il y a autour en fait de quelque chose que tu places dans le centre. Tu as des fonctionnalités d'agrandissement aussi sur Midjourney, voilà. Ou de demander des variations, ce que tu peux aussi faire sur DALL-E. Et tu les reconnais aussi, elles ont un style en fonction de comment elles ont été entraînées, de comment leur communauté aussi, je pense, réagit dessus. On se rend compte que DALL-E a tendance à plutôt proposer des trucs assez différents, peut-être plus directement photoréalistes. Enfin, on s'entend sur le côté photoréaliste, mais plutôt des trucs un peu de la vraie vie. Et Midjourney, lui, c'est plutôt esthétique. Souvent, dès que tu balances un prompt, les premières réponses qui reviennent, c'est quelque chose d'assez esthétisé avec des références. Il y a beaucoup, alors c'est peut-être aussi lié aux cibles qui l'utilisent, mais il y a beaucoup de références à des trucs un peu jeux vidéo, un peu Marvel, un peu rendu 3D, assez lisse. T'as clairement raison dans le fait que la communauté, comme c'est du deep learning, l'IA, elle apprend sur ce qu'on lui demande. Parce qu'en réalité, et ça c'est très intéressant, l'IA, elle apprend aussi de ce qu'on lui demande de générer. Donc, c'est-à-dire qu'elle part d'une base, mais ses propres itérations, ses propres essais, l'auto-alimente en fait dans ses choix et dans sa capacité à dire oui, cette image est pertinente par rapport à ce qu'on m'a demandé ou non, elle ne l'est pas. Et Guillaume a raison sur le fait qu'aujourd'hui, les communautés actives autour des différentes IA qui existent influencent profondément le style. Ouais. Clairement, aujourd'hui, on est capable de faire assez rapidement la différence entre ce que DALL-E propose ou ce que Midjourney propose. Mais, tu seras d'accord avec moi, je pense, ça attend à s'estomper. Oui, c'est vrai, ouais. Parce qu'aujourd'hui, les IA se rapprochent, notamment parce que les filtres et ce qu'on insère dans les prompts, parce qu'en faut bien comprendre que le prompt, c'est pas juste que des mots descriptifs. Parfois, on peut lui donner des spécificités. Guillaume l'avait introduit, par exemple, inspire-toi de tel artiste, inspire-toi de tel peintre, fais-moi tel effet de tel moteur graphique. Tel type de pellicule. Tel type de pellicule. Fais-moi le polish de tel rendering. Et en fait, tout ça, c'est devenu du prompt à part entière. Ouais. Ce qui fait que comme c'est utilisé dans une IA et dans une autre, petit à petit, la frontière en fait se réduit et ça devient de plus en plus difficile de savoir si elle a été faite sur DALL-E ou sur Midjourney. Et ça n'ira pas en s'améliorant en réalité. D'accord. Forcément, il y a une part de biais qui est amenée, mais comme tous ces outils d'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pouvez identifier et quels risques vous voyez justement derrière les différents biais que peuvent avoir tout de même ces prompts et l'influence aussi de certaines communautés? Le premier biais, ça pourrait être de lisser peut-être un peu les images qui sont sorties par ces moteurs, où on se rend compte assez vite que, on le voit sur Midjourney dans le feed, parce qu'en fait Midjourney ça marche sur Discord, donc tu vois à l'écran tout ce que produisent les autres, et t'es vite tenté de reproduire ce qui a été fait par quelqu'un d'autre parce que ça rend bien. Oui. Donc, quand tu te connectes à certaines heures, tu vois que toutes les productions qui remontent sont grosso modo dans les mêmes tendances. Sachant qu'en plus, Midjourney s'amuse régulièrement. En fait, en gros, Midjourney, tous les jours, il lance un défi à la communauté qui est, imaginez-moi, la plus belle part de pizza en colère. Et donc, ce qui fait qu'à longueur de journée, sur les canaux, on voit des parts de pizza en colère. Et en fait, comme le sujet est le même pour l'ensemble de la communauté, la seule chose qui va les distinguer, ce sont justement ce que j'expliquais à l'instant, les petits effets qu'on va rajouter au prompt de base. Ce qui fait que le sujet est respecté, mais que la liberté créative, entre guillemets, est ultra vaste. Et je trouve que c'est assez intéressant. Guillaume a raison sur le fait que
en fonction des fils, on est tenté d'aller s'inspirer de ce qui a été fait précédemment, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si ça t'est arrivé, ça n'est pas exclu de se faire piquer, entre guillemets, son prompt et réutiliser juste en dessous du même canal dans lequel on se situe parce que la personne est intéressée par ce qu'on est en train d'essayer de développer. Ah, j'ai pas encore eu cet honneur. Tout est open AI, tout est open en fait, toute la communauté est ouverte, donc on peut copier les prompts des autres, on peut voir leurs images, on peut même aller plus loin que ça puisque le site de Midjourney sur lequel on doit se connecter propose une galerie ouverte où on voit les tendances et donc on peut même copier depuis le site le prompt et le coller dans Discord, voilà, par un simple copier-coller et essayer soi-même. Et la magie, je trouve, c'est que on a beau copier les prompts des autres, on n'a jamais le même résultat. Et ça, c'est incroyable. Ouais, et c'est ça qui est dingue. Ouais. Il y a une grosse part de hasard qui fait que c'est un outil qui est pas hyper facile à piloter parce que si tu veux obtenir quelque chose de très précis, bah, limite, ça va aller plus vite de le faire en vrai. Et donc, c'est aussi un des biais, c'est que comme c'est pas facile d'obtenir ce que tu veux, tu peux vite avoir tendance à réutiliser des petites recettes qui marchaient bien. Tel mot-clé qui marchait bien, tel principe, indication de cadrage qui marchait bien. Et ça aussi, à terme, ça peut nuire à la créativité, je pense. Ouais, qui est souvent les mêmes descriptions, les mêmes critères comme ça. C'est ça. Il y a un bel Eldorado, quand même, je trouve, là-dedans, notamment sur le fait que tout soit aujourd'hui ouvert. Il y a un abonnement, quand même, je crois, pour certaines oui, IA. Alors, l'abonnement, il est plutôt relatif à la consommation énergétique des processeurs graphiques qui sont mis à disposition des entreprises pour faire de la génération. Donc les serveurs, il faut les payer, les composants, il faut les remplacer, c'est des serveurs qu'il faut entretenir. Donc oui, effectivement, alors on tourne aux alentours de $15 pour les moins chers, jusqu'à $50 par mois, je crois, pour les plus élevés. Tout à l'heure, on évoquait donc Midjourney et Imagen et aussi DALL-E. Il faut savoir que Disco Diffusion et Stable Diffusion, qui sont deux autres acteurs majeurs en fait de l'intelligence artificielle, ne font pas payer d'abonnement en réalité sur la génération d'images sur des serveurs, puisque là, pour le coup, elles se font en local. Ça veut dire que c'est ton ordinateur personnel équipé d'un processeur graphique que tu mets à disposition, entre guillemets, à ta propre disposition pour générer une image. L'IA, elle n'est que le facilitateur de tout ça. Faut pas l'oublier, hein, c'est énergivore aujourd'hui, ça nécessite des cartes graphiques, donc des GPU pour utiliser le mot technique, qui tournent sur des serveurs qui doivent être refroidis. Enfin voilà, c'est quand même ça nécessite quand même une infrastructure pour faire ce genre de choses. Et moi, je trouve ça, très sincèrement, je trouve ça normal de devoir à la fois rémunérer les entreprises qui mettent à disposition du matériel, parce qu'on peut, sur la plupart d'entre elles, les générer de son smartphone, puisque le device, lui, ne travaille pas. C'est comme c'est fait à distance. Je trouve que c'est plutôt normal. Voilà. Et puis, de toi à moi, je pense que ça reste quand même un petit frein quand même pour éviter de trop étendre le concept qui pourrait, s'il était gratuit, être quand même, honnêtement, avec un peu de recul, un sacré désastre écologique, entre guillemets, puisque on est bien conscient que la génération d'images n'est pas gratuite et que ça nécessite quand même des ressources qui, à mon sens, aujourd'hui, sont quand même un sujet qui peut cristalliser un petit peu. Ouais, a priori, de toute façon, c'est pas prêt de se démocratiser parce que le boss de Midjourney disait que si ce genre de moteur pouvait être accessible à la totalité des gens qui utilisent un ordi sur Terre, il y aurait pas assez d'ordinateurs sur Terre pour pouvoir générer les images. Donc voilà. Il y a quand même une petite limite à ce niveau-là, et quelque part, en effet, c'est peut-être important qu'on comprenne tous que voilà, ces outils sont très faciles d'accès, vont relativement vite, c'est l'histoire de quelques secondes. C'est pas non plus une requête Google en termes d'impact, quoi. Non, ça fait quand même tourner en effet des cartes graphiques derrière, et ça a un impact. À tel point qu'aujourd'hui, ils mettent un système de queue, donc de queue, où quand on saisit une commande, il peut se passer parfois de presque 1 minute, 2 minutes avant que la ligne de commande soit exécutée, parce qu'il y a énormément d'utilisateurs et que les serveurs sont pas extensibles, c'est pas des ressources illimitées, c'est pas des puits sans fond. Donc le système de queue, je le trouve intéressant dans la mesure où on accepte aussi de jouer le jeu, on est sur quelque chose qui apprend tout seul dans une communauté ouverte, et que c'est pas grave si la contrepartie c'est d'attendre un petit peu avant d'avoir la génération de son image. Surtout qu'une 2 minutes, ça va, c'est encore quand même ça reste très acceptable, honnêtement. Au regard des résultats, ça reste acceptable. C'est ça. Je pense qu'il faut encore qu'on puisse attendre ce temps-là, parce que ça prendra un peu plus de temps à première vue si on devait le faire, si on devait le shooter, ou si on devait le peindre, ou c'est peut-être 5, il y a encore une toute petite frontière en termes de temps comme ça.
Ok, on y voit un petit peu plus clair sur ce que sont, et on sait que ça avance très vite, les IA capables de générer des images. Quel impact ça pourrait avoir? Donc si je me raccroche à notre problématique, comment rester créatif? Et donc fondamentalement, nous, comment on va cohabiter donc avec ces IA qui sont créatives, ou en tout cas qui ont une capacité à générer des images aussi bien que nous, ou peut-être un jour aussi bien que nous? Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels ça va être le combat sera un peu perdu d'avance. Je pense notamment aux toutes les petites images qu'on peut trouver en stock, pas cher, genre sur Getty, ce genre de choses. Des images qui sont du contenu jetable qu'on va utiliser pour illustrer des posts sur des réseaux sociaux, sur lesquels les gens vont scroller, où il n'y a pas une grosse plus-value en matière de créativité. Je pense que là, vite, on va trouver ce genre d'image arriver on va voir ce genre d'image arriver sur le marché. C'est vrai que toutes les images des blogs, par exemple, où Voilà, il faut une image de fond, qui en plus à chaque fois est souvent, l'illustration est pas très heureuse. Oui, voilà. Voilà, vraiment ce que j'appelle des images jetables. Pas de grosse valeur ajoutée. Les photographes qui font ça sont pas hyper bien payés non plus. Enfin, je veux dire, c'est quand même de la rémunération pour ces personnes, mais je pense que là-dessus, il y a certainement une part du boulot que les intelligences artificielles vont prendre. Pour les autres, il faut les voir vraiment comme un outil. Toute la partie où la créativité a encore de la place, comme imaginer quelque chose, de la mise en scène. Par exemple, je fais un storyboard où je prépare un crayonné pour briefer un photographe. L'intelligence artificielle peut être là pour me donner des idées que j'aurais pas eues. Des idées de où est-ce que je vais poser la caméra, quel type d'éclairage je vais pouvoir utiliser, des variations sur un même principe. Toutes ces choses-là qui permettront peut-être de repartir avec une bouffée d'air frais sur un brief. Ok, donc là l'IA ne remplace pas finalement la personne, mais c'est une sorte de boîte à idées ou d'assistant qui vient pousser des idées pour... Ouais, je dirais ça comme un outil, une sorte d'assistant qui va être là pour filer un coup de main en fait. On se le dit souvent dans notre approche par rapport à l'IA. Je pense que c'est presque une entité à part entière qu'on peut mettre à la table des discussions ou de la créativité, j'ai envie de dire. Ce serait intéressant aujourd'hui, à l'agence notamment, quand on fait des brainstorms, etc., on est des humains autour de la table qui avons chacun nos biais, nos prismes, nos idées, etc. Je trouve intéressant l'idée de libérer une chaise entre guillemets pour l'IA et lui dire tu peux faire partie en fait tu peux catalyser cette créativité avec nous et peut-être nous ouvrir le champ des possibles sur des choses qu'on n'avait pas imaginées et autres. Donc c'est à la fois un outil et c'est à la fois aussi une opportunité incroyable de se dire on peut interroger entre guillemets une partie prenante qui est complètement objective mais subjective à la fois, totalement hors biais, hors contexte et à la limite qui elle vient de manière brutale proposer des choses là où certains se seraient enfermés dans des carcans ou des dogmes, et je trouve ça fabuleux. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce côté sans parti pris en réponse à une question. C'est vrai que ça c'est vraiment intéressant aussi, parce qu'on a toujours un biais quand on pense à une idée, quand on est briefé sur quelque chose. On a l'historique du client, on a sa propre culture, et le fait d'avoir un outil comme ça qui a tellement de points de vue que finalement il les donne sans réfléchir, Exactement. Ça peut être intéressant. Ouais. J'ai le sentiment, mais peut-être vous le partagerez pas, que quand même ces outils ont des biais. Ils ont peut-être pas les mêmes que les nôtres, où il y a de fortes chances que, étant donné qu'on vient d'une même culture, d'un même milieu, qu'on travaille dans une même entreprise, qu'on ait exactement les mêmes biais tous les trois autour de la table. J'ai tendance à croire que l'IA en aura sans doute, peut-être au moins d'autres, au moins le mérite d'amener un peu un autre point de vue, d'amener quelqu'un d'une autre culture, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas certain que l'IA soit tout à fait objectif et sans biais, quoi. Il y en aura sans doute. Oui, alors, par exemple, des biais peut-être dans les représentations des personnages. J'ai fait une petite expérience où je cherchais à représenter une réunion. Effectivement, tu as une réunion des gens autour d'une table, tout bête, un truc de banque d'images vraiment de base. J'ai eu des visuels où il y avait que des blancs autour de la table. Mais j'ai aussi d'autres visuels où il y avait une espèce de principe de mixité qui était quand même... qui est très banque d'images aussi. Qui est aussi très banque d'images. Mais du coup, j'avais les deux propositions. Et donc, je pense qu'on peut retrouver à peu près tous les biais humains. Alors, j'ai pas essayé de taper des requêtes un peu délicates à traiter, on va dire, pour voir ce que ça donnait. Mais nous avons encore fait l'expérience ce matin, notamment avec... des collaborateurs où on faisait la démonstration de l'outil un peu en off et on a tapé un chien agressif. Et en tapant chien agressif, eh bien, c'était pas des chihuahuas, hein, c'était plutôt du bosseron ou du rottweiler, donc des grosses races de chiens assez imposantes, avec un visage assez agressif. Et voilà, en réalité, c'est vrai qu'il y a des biais, parce qu'il faut comprendre que l'outil
dans sa façon d'aller s'inspirer, comme il le fait sur une base de données dans laquelle c'est des cases dans laquelle on met des images dont la description est relative à un contexte. Bien évidemment, quand il va piocher, il va au plus rapide. Donc par exemple, sur cet exemple de chien agressif, rien qu'en tapant chien agressif, donc on a un petit peu, de manière générale, le biais du modèle de chien agressif qu'on pourrait retrouver un petit peu sur Internet en tapant chien agressif, quelles sont les races. En réalité, si j'avais voulu plutôt un caniche nain rose agressif, j'aurais dû lui spécifier, parce qu'il n'aurait pas fait la corrélation tout seul. Si on ne vient pas l'aider quelque part, l'intelligence artificielle est parfois peut-être pas si intelligente que ça, dans la mesure où elle peut pas deviner la granularité de ce qu'on attend d'elle. Donc elle va aller au principal, à l'essentiel, au plus rapide de sa base de référence. Ouais, elle va verser directement dans le stéréotype. Exactement. Et c'est là que nous, on a encore un rôle à jouer, c'est dans la sélection des images que l'intelligence artificielle va nous servir, pour justement réussir à trier les stéréotypes. Et il y a encore une part de talent qui va résider là, en fait. Quelle image je choisis par rapport à une autre, parce qu'elle va plus dans l'idée, parce que la représentation, elle me va, parce qu'esthétiquement, c'est cool. Donc il y a encore quand même un œil à avoir sur ce que produisent et c'est drôle, ces outils. Parce qu'on a pu tester ensemble la génération d'images, et avec Guillaume, quand on s'amuse à générer des images, il voit un potentiel dans des images où moi, c'est pas du tout l'image dans laquelle j'aurais fixé mon potentiel. En effet, pour avoir vu vos créations, on voit qu'il y a 2 types de personnalités qui sortent directement dans les... Mais c'est drôle parce qu'il en génère 4 en réalité. Ouais. Donc on pourrait se dire, tous les 2, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là au potentiel la plus fort, enfin le plus fort potentiel. Et en l'occurrence, non, on a souvent des choix qui sont pas du tout les mêmes parce que c'est propre c'est aussi, c'est voilà, c'est humain en fait finalement. Finalement, c'est ça, c'est peut-être la différence, c'est qu'on l'exploiterait pas de la même manière. Ok. Ouais, et donc finalement le rôle notamment de directeur de la création, celui à un moment de savoir faire des choix et de choix de prendre la bonne idée, de prendre la bonne image, celui-ci pour le coup va toujours rester. C'est plus la partie, le rôle de faiseur, en tout cas sur certaines images, qui lui pour le coup sera potentiellement remplacé par l'intelligence artificielle à terme. On va tous devenir un peu directeur de la création d'IA à terme. Ouais, c'est peut-être un peu ça, peut-être tous un peu réalisateurs, ouais, aussi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que celui qui a le final cut, quoi. Je pense qu'il y a des postes comme Rothman, par exemple, ça va, les productions d'images rapides entre guillemets, je pense que ça va peut-être impacter leur boulot quand même. Donc, ce serait bien qu'ils se mettent à écrire des prompts, apprendre à commencer à maîtriser ces outils le jour où peut-être ça leur sera demandé. Oui, le Rothman, je pense que sur sa base, son expérience personnelle, potentiellement, il est peut-être plus à même de demander à l'IA de l'aider justement à produire ces visuels-là de manière plus rapide et peut-être dans son style, etc. Donc, il faudra maîtriser le vocabulaire. Exactement. Alors, sans pour autant dire que ça les remplacera, ce sera peut-être un facilitateur pour eux de pouvoir produire plus vite dans leur style et puis surtout d'avoir peut-être un champ des possibles qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, quand ils font des crayonnés, je pense que le temps de passer d'une version à une autre pour proposer une alternative est précieux et potentiellement l'IA peut combler ça et leur permettre d'être plus rapide, être plus force de proposition aussi et peut-être même de proposer 2 voire 3 pistes là où ils en proposaient qu'une. Ça dépend sur quel type de visuel. Je pense que ça va encore plus vite quand même, encore aujourd'hui, hein. Ça va encore plus vite de faire un rapide crayonné de l'angle que tu veux, de comment vont être posés les éléments, si tu as une idée précise. Effectivement, s'il n'a pas d'idée, il demande une astuce à l'IA et l'IA va lui proposer des solutions. Ouais. Surtout que oui, alors j'imagine qu'il y aura une science du prompt. Il y a peut-être des personnes d'ailleurs où ce sera un futur métier de d'écrire donc les fameuses descriptions qui derrière permettent à l'IA de générer des images précises parce qu'aujourd'hui, même en expérimentant assez longtemps, ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire, ça ouvre d'autres idées qu'on n'avait pas. Par contre, c'est quand même compliqué d'avoir une image précise. Voilà, si moi j'ai une image en tête et je veux essayer de la faire générer par une IA, c'est quand même encore compliqué. Ouais. Ça, ou alors à terme, ce sera possible avec vraiment beaucoup d'expérience. Je pense que la magie, si tu as une image précise en tête et que tu t'attends exactement à celle-ci, alors je pense que c'est pas l'IA la meilleure solution. Ouais. En fait, l'IA, il faut accepter que potentiellement ce que tu avais en tête et ce qu'elle va te proposer, c'est pas exactement ce que tu voulais dans la mesure où même si tu es précis dans ton prompt, elle te donnera jamais forcément l'angle, jamais forcément le résultat idéal. Voilà. Et je pense que c'est même presque contraire à l'outil de se dire j'y vais et je veux un truc très normé, alors que son travail à elle, c'est de te faire sortir un petit peu des normes et de te proposer des choses, à mon sens, que tu n'avais pas anticipées. Mais il y a un truc aussi, elle va te proposer des choses
qu'on n'a pas anticipé, mais sur la base d'éléments qui lui ont été donnés. Et donc souvent, on voit des images qui s'inspirent beaucoup du travail d'auteurs, en fait, de photographes connus, d'illustrateurs connus, et parfois on n'est pas très loin du plagiat. Donc il faut faire aussi attention à ça quand on utilise des images qui sont sorties par les IA, c'est qu'on peut vite avoir des images qui, quelque part, pourraient ne pas nous appartenir parce qu'elles sont hyper proches d'un style. C'est pour ça que je pense qu'il y a plus d'avenir dans les images sans style, les images de banque d'images, parce que là, n'importe qui pourrait quasiment faire les mêmes photos, alors que quand le style est hyper marqué, ou alors comme, je sais pas si on peut se dire qu'il y a un style jeu vidéo en ce moment, où toutes les armures sont quasiment les mêmes, ou des choses où tu as des espèces de marqueurs culturels qui sont assez lisses, peut-être que là, c'est encore de l'avenir, mais tu vois, par exemple, quand on s'amusait à refaire du Van Gogh, un portrait de Van Gogh en mode Van Gogh, là, clairement, je pense que les ayants droit, ils peuvent nous attaquer. Ouais. Puis j'imagine que des experts auraient quand même encore à peu près le coup d'œil pour voir que c'est pas une œuvre. Oui, ça c'est fort probable. D'autant plus que pour l'instant, les images qui sont sorties, tu peux les utiliser que sur le digital. Tu peux pas les sortir en haute def, tu peux pas les imprimer. Je crois que ça sort pas encore. On peut les imprimer et les utiliser en haute def, mais ça reste. Ce sera jamais aussi poussé qu'une création faite sur un puissant logiciel. Je veux dire de création où on peut sortir des résolutions incroyables, etc. Maintenant, se pose la question de lorsqu'on utilise un style, est-ce que ça rentre dans le plagiat ? Est-ce que voilà. Aujourd'hui, c'est une technologie trop naissante. On n'a pas la réponse et on est incapable parce que juridiquement, à part la personne qui a gagné le concours d'art aux États-Unis, puisqu'il faut savoir que aux États-Unis, il y a eu un concours d'art de lancer où le lauréat c'était un concours sur l'art digital et le lauréat est quelqu'un qui a gagné avec l'utilisation d'une image créée par une intelligence artificielle. D'accord. Alors évidemment, le deuxième et le troisième n'étaient pas très contents puisque eux ont travaillé longtemps pour créer la leur. Et lui explique que c'est au détour de 21 heures de discussion et de génération avec l'IA qu'il a pu générer, entre guillemets, cette œuvre d'art. Ça a posé plein de débats parce que dans le règlement du concours, il n'était pas spécifié comment en fait exploiter les outils à disposition en réalité pour créer une œuvre. Donc Photoshop, Figma, Illustrator et demain DALL-E, pourquoi pas. Je pense qu'il faut considérer quand même que ça reste un outil avant tout. Se posera la question, je pense, quand on en verra de plus en plus, de savoir si oui ou non on rentre dans le domaine du droit d'auteur, en l'occurrence pour les artistes dont le style est très reconnaissable, parce qu'en l'occurrence, je pense qu'il y a plein d'effets, je pense notamment à l'effet Lomo par exemple, qui ne leur appartient pas. Et pourtant, on peut se poser la question, si on demande à une IA une photographie avec un effet Lomo, est-ce qu'on touche à la marque ? Non, mais si tu demandes une illustration dans le style de Miyazaki, par exemple... Exactement, là ça peut être plus compliqué. Ouais. Une fois de plus, la technologie va de façon beaucoup plus vite que la législation. Donc, à première vue, à ce jeu-là, à première vue, c'est toujours la technologie qui va gagner. Adrien, tu as dit quelque chose qui est intéressant, c'est donc le lauréat a discuté pendant 21 heures avec une IA. Cette notion de discussion, elle attire ma curiosité parce qu'en soi, donc c'est simplement une discussion dans le sens où les prompts, la personne a fait plusieurs allers-retours avec un prompt. Et en même temps, ça file un petit peu cette métaphore de c'est un assistant, c'est une autre personne autour de la table avec sa propre chaise avec qui on discute et on brainstorm un petit peu avec elle. Est-ce que demain on ira jusque-là ? Ça peut être quoi pour vous la suite, le prolongement donc, de ces IA déjà qui avancent relativement vite et dont on parle de plus en plus ? À terme, quelle place ça aura ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup autour des mots-clés. Quand on reprend l'historique, comme je le disais tout à l'heure, finalement, on utilise ce qui était utilisé pour faire de la description d'image sert aujourd'hui de base de discussion avec l'intelligence parce qu'elle ne comprend que ce langage. Je suis à peu près persuadé qu'à l'avenir, on n'aura plus besoin de fonctionner avec des prompts segmentés, puisqu'aujourd'hui, nos prompts, ils sont très segmentés. C'est je veux ça, virgule avec ça, virgule dans tel style, virgule dans tel décor, virgule avec tel filtre. Aujourd'hui, on se rend compte que on n'est pas loin du langage informatique courant qu'on utilise en développement, etc. Prompt, ouais. On est d'accord. Hein. Je pense que l'avenir sera plutôt dans un échange avec l'IA où peut-être elle sera capable de comprendre les nuances dans les propos, peut-être non pas juste uniquement une liste de spécifications à lui donner, mais plutôt un prompt beaucoup plus large où on lui expliquerait
ce qu'on veut de manière un peu plus large et en étant précis sur certains souhaits qu'on veut voir apparaître. Peut-être même en lui glissant des moodboards. Hein. Peut-être même en lui glissant des inspirations complètes. T'envoies un tableau Pinterest directement peut-être dans l'IA, puis peut-être elle arrive à reproduire des choses. Mais c'est vrai que, moi, ce qui me bluffe, c'est que ça va très très vite. Tu vois, déjà en termes de qualité de production de visuel, là, en quelques mois, en 6 mois, c'est devenu vraiment incroyable. On voit des trucs photoréalistes il n'y a plus les aberrations avec les yeux de travers, avec des mains qu'on dit doigts. Ouais, moins, mais c'est quand même hyper impressionnant. Ça arrive encore un peu. On en a vu aussi qui font de la musique. Tu fais un prompt et paf, je sais plus comment ça s'appelle cette intelligence artificielle, mais elle te fait des propositions musicales sur la base d'un prompt. Récemment sur du podcast. Et alors, ce que tu m'as fait écouter ce matin, une discussion de 21 minutes entre 2 personnes, une discussion qui a du sens, qui reproduit la voix des interlocuteurs, on les reconnaissait bien, c'était notamment Steve Jobs, je me souviens plus de l'autre, et une discussion qui a du sens. Alors, on l'a pas écouté les 21 minutes, peut-être que c'est 21 minutes, ça trouve, ça dit rien, mais les quelques secondes qu'on a écoutées, qu'on a entendues, ça a vraiment du sens. C'est vrai qu'on a beaucoup focalisé le cadre de notre discussion sur la génération d'images. Bon, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train aussi de se développer à une vitesse assez phénoménale. Tu l'as dit, Guillaume, sur d'autres domaines pour la génération demain, donc vraiment de discussion, de texte. De vidéo, ouais. C'est vrai que la partie vidéo, on l'a assez peu, alors qu'elle est assez proche, hein, finalement, c'est le prolongement. Aujourd'hui, c'est encore trop compliqué, ou ça y est, qu'il y a des expérimentations qui, pour vous, sont probantes sur la génération de vidéos? C'est court. Ouais, c'est court. C'est court, c'est quelques secondes. C'est moins bluffant pour le moment, je trouve, que les photos, que les images fixes. Mais je pense que ça va devenir assez vite dingue, ouais. Ouais, j'imagine ça va demander par contre là aussi d'autant plus d'efforts pour derrière pour les ordinateurs, pour les cartes graphiques, les GPU. Oui, je reprends ton terme technique. Oui, c'est vrai qu'il y aurait peut-être quelques limites quand même. Ouais, je pense que ça va demander d'autres sources. Et puis les vidéos sont pas aussi facilement indexées que les images en réalité. Les images, nous utilisateurs de smartphones, d'internet, on a aidé ces IA au fur et à mesure, là, au fil des ans. Vous savez, les captchas que vous avez remplis au fur et à mesure où il faut choisir le bus, le feu, l'avion, le voilier. En réalité, on a réconforté les IA sur les choix que l'on faisait. Tout à l'heure, on parlait un peu de stéréotypes, mais en réalité, les stéréotypes, on les a tous un petit peu diffusés et dilués au regard des actions qu'on a un petit peu sur Internet, ceux qui acceptent les cookies, ceux qui valident les trucs, ceux qui ont uploadé il faut pas l'oublier, la plupart des images sur Google Images, quand elles sont uploadées, les descriptions viennent de l'auteur de la photo qui a renommé le fichier. Donc en réalité, quelque part, on a tous contribué à l'amélioration et à l'apprentissage de ces IA sur le long terme. Je pense que les vidéos, le frein aux vidéos, c'est le fait qu'on en upload beaucoup moins que des images en réalité. Et puis on a rarement le temps de la décrire scène par scène, etc. Aujourd'hui, quand on regarde des vidéos générées par intelligence artificielle, je trouve que c'est très segmenté. C'est souvent un peu du roll ou du boomerang. C'est une vidéo qui tourne presque en boucle et qui revient sur le début. Enfin voilà, on est presque dans la micro-scène. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de produire 21 minutes de vidéo autour d'un sujet. Ouais, je pense pas non plus. Ouais. Voilà, mais c'est un peu rassurant. Mais il faut se dire que pour m'intéresser beaucoup aux nouvelles technologies dans le sens large, je suis à peu près sûr que c'est pas moi qui le dis de toute façon, c'est l'évolution technologique autour de l'intelligence artificielle de ces 5 dernières années fait mieux que les 50 dernières, entre guillemets, toutes technologies confondues. C'est-à-dire que le deep learning a permis à des intelligences artificielles de faire mieux technologiquement que les 50 dernières années. Et ça c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser les intelligences artificielles qui sont elles-mêmes des outils, puisqu'elles sont capables d'aller itérer pendant des heures et des heures sur des solutions à des problématiques diverses et variées. Et je pense qu'elles aussi, il faut les voir comme un formidable outil. Oui, je les personnifie. Je parle de discussion, je les mets presque à la table à côté de nous, mais parce que je suis persuadé que les intelligences artificielles feront partie de notre quotidien à un niveau qu'on ne soupçonne pas encore aujourd'hui. Avec qui vraiment on pourrait discuter et brainstormer. Non, moi je trouve ça assez... la barrière technologique, en tout cas, paraît pas infranchissable pour qu'on arrive à ça. Ce serait plutôt intéressant. Je serais curieux de voir le jour elles auront de l'humour quand même. Parce que... oui, on verra. C'est peut-être quel référentiel de blague elles vont utiliser. Le seul truc qui nous restera, ce sera le cynisme. De toute façon, voilà, c'est sûr, ce sera ça.
On arrive à la fin du coup de notre conversation. Si vous deviez donner un petit dernier conseil dans l'absolu, avec ou sans IA, pour rester créatif, qu'est-ce que vous nous donneriez comme tips ou comme site à aller consulter, comme outil, comme activité à faire? Voilà, juste un tips pour qu'on puisse rester créatif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Moi, je pense que si les gens veulent tester, ils peuvent. Aujourd'hui, Midjourney propose des essais un petit peu gratuits. Alors, on est limité à 50 ou 100 essais de génération d'images. Tester des choses qui vous viennent à l'esprit. Tester la puissance de l'outil. Alors, c'est un petit peu compliqué. Il y a un petit frein. Il faut installer Discord, il faut s'inscrire, vérifier son mail, souscrire à la bêta de Midjourney, attendre, parce que parfois, c'est sur file d'attente. Au regard de la popularité aussi, il faut le dire, de DALL-E et de Midjourney, tout n'est pas forcément ouvert. Tester pour voir un petit peu la capacité, la puissance de l'outil. Et si vous n'avez pas l'occasion de tester, je trouve ça intéressant d'aller voir les galeries. Parce que les galeries sont impressionnantes et si à défaut l'outil ne vous aide pas à vous inspirer pour être créatif, je pense que les galeries peuvent pousser aujourd'hui les créatifs à s'inspirer, parce que je trouve que c'est beaucoup plus puissant qu'un Google Images ou qu'un Fotolia ou autre pour aller chercher de l'inspiration. C'est incroyable. Ah oui, c'est de la science-fiction. Enfin, on va dans plein d'univers différents dans ces galeries. Ouais. Après, un conseil pour rester créatif, je pense qu'il faut rester curieux en permanence, en fait. Je pense que c'est le truc qui fait qu'on pourra toujours avoir une longueur d'avance sur ces intelligences artificielles. C'est que la curiosité, ça va être d'ouvrir des portes qu'on n'avait pas envie d'ouvrir auparavant, ou alors celles qu'on hésitait à pousser, on va aller voir ce qu'il y a derrière. C'est s'intéresser à ce genre de nouveaux outils, c'est s'intéresser en permanence à des nouvelles cultures, des nouvelles manières de faire, des campagnes, pourquoi elles ont été faites comme ça. Enfin, c'est de toujours avoir les capteurs bien ouverts, en fait. Avoir les capteurs bien ouverts et discuter avec l'IA. Si ça, c'est pas une merveilleuse conclusion. Merci Guillaume, merci Adrien, merci Thomas pour cet échange. Et également, merci à vous d'avoir suivi cette discussion. Vous pouvez retrouver les différentes interventions UV sur notre site thelinks.fr. À bientôt.